Vous êtes au cœur du parc des Calanques, près de Marseille, un des plus beaux sites naturels de la Méditerranée. Ici, nous sommes censés conserver, protéger, respecter une faune et une flore uniques au monde. C'est drôle, mais j'ai pensé à ça souvent. Vous inviter à plonger avec moi. Vous inviter à une plongée au cœur de ces eaux troubles, au cœur d'une manipulation, d'une désinformation toxique. Que savez-vous de l'usine d'alumine de Gardanne? Savez-vous qu'elle déverse ses déchets, ses boues rouges, à terre et en mer? Des déchets chargés en métaux lourds et en radioactivité. Vous avez peut-être entendu la ministre de l'écologie dire que c'était un scandale et qu'il fallait que ça cesse. La terre est devenue rouge sur les hauteurs de Gardanne. Les mêmes déchets gisent au fond de la mer, mais le périmètre concerné est sans commune mesure. Rien n'est visible, en surface du moins. Et cela a commencé il y a bien des années. Nous sommes dans les années 60. Et Péchinet, qui est alors le propriétaire de l'usine, veut obtenir l'autorisation de déverser ses déchets dans la Méditerranée. L'usine de Gardanne fonctionne depuis la fin du XIXe siècle. On y fabrique de l'alumine à partir de la bauxite grâce au procédé Bayer, lors duquel on utilise de grandes quantités de soude. Ce procédé génère des boues rouges, déchets industriels composés d'eau, de minéraux, de soude, d'arsenic et de métaux lourds tels que le mercure, le plomb, le chrome, le vanadium et le titane. 4 à 5 tonnes de bauxite sont nécessaires pour obtenir 2 tonnes d'alumine. Une alumine qui sert à cette époque à fabriquer de l'aluminium, des céramiques et des matières abrasives. Dans les années 60, les boues rouges sont stockées à terre dans les vallons de Manche-Gary, au-dessus de Gardanne. La capacité de stockage est presque atteinte. L'idée de jeter les déchets en mer s'impose, parce que ce n'est pas cher. Cela permet d'évacuer de grandes quantités et de diluer la toxicité du produit. Pour aller de l'usine à la mer, Péchinet propose de construire une canalisation de 45 km qui déboucherait dans la calanque de Port-Miou, puis qui s'enfoncerait dans la mer jusqu'au canyon de Cassidaigne, à 320 mètres de profondeur. Comme les vallons de Manche-Gary, la fosse sous-marine de Cassidaigne est potentiellement une décharge à portée de l'industriel. Alors nous sommes en 1962-1963, les études sont achevées, les enquêtes publiques rendues nécessaires par la loi commencent, et Péchinet, il s'agit à cette époque-là du grand champion national, la grande entreprise de l'aluminium français, est très surpris car elle est confrontée assez rapidement à une mobilisation hostile au projet de conduite à la mer. Pour vous donner qu'un chiffre sur l'ampleur de la mobilisation, il y a une manifestation à Cassis, pas une grande ville alors, et elle réunit 1000 personnes dans les rues. C'est tout à fait considérable. Alors, cette mobilisation, elle a été fomentée par des associations, mais aussi soutenue par des personnalités médiatiques. Cette pollution sera incontrôlable, même si ceux qui la font affirment et croient que le produit qu'ils rejetteront dans la mer sera constant et ne changera jamais. Nous n'en avons aucune certitude. Il s'agit d'un précédent. D'un grave précédent, la porte s'ouvre à toutes les pollutions industrielles massives, car enfin, qui viendra interdire à une société de rejeter à la mer son déchet alors qu'une autre société vient d'avoir l'autorisation de faire ce rejet qui est pour elle une économie? Dans cette histoire, il y a Bompard et il y a Cousteau. Le commandant Cousteau, à l'époque, c'est une véritable star. Personne ne s'aventure à remettre en cause sa parole, surtout quand il s'agit de la Méditerranée.
bien, dans certaines zones côtières, elle est très malade. Et la maladie s'étend non seulement avec l'augmentation de la population, mais avec le développement inconsidéré de l'industrie. Quand je dis le développement inconsidéré de l'industrie, je ne suis pas contre le développement de l'industrie, je voudrais qu'on le fasse proprement au lieu de le faire n'importe comment. Mais contre toute attente, c'est Péchinet que Cousteau décide de défendre. Il déclare que les rejets sont inoffensifs pour l'environnement. Le grand public ne le sait pas, mais Cousteau travaille pour l'industriel. Sur ces plans de Péchinet, on voit bien que c'est la Calypso qui a sondé la baie de Cassis pour préparer la pose de la conduite. Mélange des genres et conflit d'intérêts. J'ai appris plus tard que Cousteau avait une société en commun avec Péchinet. On comprend mieux dès lors ce qui l'a poussé à devenir une carte maîtresse dans la communication de l'industriel. Péchinet va jouer aussi, comme le font toutes les entreprises confrontées à ce genre de situation, sur des agents de communication, des agences de communication. Là, c'est Havas, et qui va donc prendre en main la communication de Péchinet dans l'affaire de la conduite à la mer pour développer une pédagogie de ce que représente l'envoi des boues rouges dans la mer. Nous avons figuré sur ce carton les possibilités d'utilisation arbitraire pour une centaine d'années. Ainsi que vous le voyez, nous occupons extrêmement peu de place dans cette immense fosse. Ce travail de désinformation s'est fait à plusieurs niveaux. Et le premier niveau, c'est ce niveau du langage. Donc c'est frappant, c'est la manière dont les mots de boue rouge ou boue toxique ont été en quelque sorte neutralisés. Non pas, par exemple, en faisant un discours en disant mais que les boues rouges ne sont pas toxiques, ce qui aurait été une façon naïve de communiquer, mais en disant ces boues rouges ne sont pas des boues, ce sont des résidus, pas des déchets, des résidus, et ces résidus ne sont pas toxiques, mais au lieu de dire ne sont pas toxiques, on a cherché un adjectif qui exprimait, représentait de la manière la plus simple l'innocuité en fait, de ces résidus. Et donc c'est le mot inerte qui sort. Arriver à maîtriser le vocabulaire, c'est tout à fait fondamental, puisque des grandes polémiques ou discussions ou inquiétudes publiques se fixent sur des termes qui deviennent importants, qui sont chargés d'affect ensuite. Par exemple, si on parle de cancer, c'est pas la même chose que si on parle d'activité biologique, d'hyperplasie ou d'autres termes encore moins connus du grand public. Et donc, vous allez arriver effectivement à éviter ces affects forts. Et donc, le jeu sur les termes est extrêmement important parce qu'il permet de choisir sur quel terrain va se placer la discussion et à court-circuiter des réactions ou des attentes du public qu'on cherche à éviter. Toujours est-il qu'en 1966, Péchinet arrive à ses fins. Les autorités lui délivrent un permis pour la construction de la conduite. Elle est même déclarée d'utilité publique. Péchinet obtient un permis de polluer pour 30 ans. 30 ans à l'issue desquels les rejets devront s'arrêter. Alain Bombard avait vu juste. L'affaire de Gardanne crée un précédent. Cette fois-ci, c'est au large du Cap Corse que l'industriel italien Monte Edison déverse des tonnes de boue rouge toxique. Regardez cette tache sinueuse sur la mer. C'est la marée rouge, qui s'étend au large du Cap Corse. Elle a plus de 20 km de long et 5 km de large. Si vous avez un poste couleur, vous constatez que cette tache est verte, car si les déchets déversés par l'usine italienne Monte Edison sont rouges, les résidus de ces déchets qui surnagent à la surface sont verts. Tous les jours, à 11 h du matin, ce petit pétrolier quitte le port italien de Scarlino. 2 heures plus tard, il déverse 1500 tonnes de déchets entre le Cap Corse et l'île italienne de Capraia. Cela dure depuis le 7 mai dernier. À la fin de l'année, plus de 350 000 tonnes de ces boues seront déversées là. La colère des Corses est immédiate. Manifestations, grève générale, attentats, procès. Ici, l'affaire prend une toute autre tournure, car elle est vécue comme une agression par tous les Corses.
à l'heure où le nationalisme se réveille. Au Cap, j'ai retrouvé Jean-Pierre Susini, militant de la première heure, une figure du nationalisme corse. Le dossier des boues rouges, il l'a connu de près. Et moi, je suis agriculteur. La pêche et l'agriculture sont dans le même syndicat. Il est évident qu'on en discute. Et les pêcheurs, puisqu'ils nous alertent, on doit les soutenir, donc on doit défendre. Mais on se pose déjà la question, si à travers les manifestations dans le calme, oui, on peut le résoudre, oui, ça va. S'il faut passer à des manifestations plus violentes, on ira, on l'a fait. Mais si ça ne suffit pas, eh bien, il faudra avoir d'autres méthodes. On va y mettre un terme. Est-ce que c'est un danger? Oui. Est-ce qu'il y a une nécessité de mettre un terme à cette pollution? Oui. Donc, il y a la solution, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle-là, il n'y en a plus d'autres. Bon, maintenant, qui est capable d'y aller? Mais les gens capables pour y aller, ils y étaient. Hein. C'était pas évident d'aller jusqu'en pleine mer, parce que le bateau, je crois qu'il a été dynamité en pleine mer. Donc il devait peut-être vider la nuit, on ne sait pas, et il a été dynamité en pleine mer. Et là, je pense que les dirigeants de la montée d'Issonne en arrivaient déterminés jusqu'à ce point-là, ce qui n'est pas évident, hein. Et ils se sont dit, bon, c'est pas la peine, hein. On arrête tout, parce que là, la prochaine fois, il va y avoir des morts. Tout le monde était averti, je parle officiellement, en lieu, personne ne disait rien, tout le monde savait les dégâts que ça allait occasionner dans ce détroit-là. Non, la violence a mis un terme. Et c'est sûr qu'après, cette violence-là, qui a mis un terme à cette pollution internationale, je dirais, elle en a appelé d'autres. Ce qui a mis un terme, ce n'est pas seulement la bombe. C'est aussi le procès intenté à la montée d'Issonne. Un procès fleuve de 10 ans. À l'époque, c'est un jeune avocat parisien, Christian Huglot, qui défie le géant de la chimie au nom de la Corse. Au point de vue juriste, je ne peux pas cautionner une situation explosive. Je le considère comme un fait. Je le considère comme un élément de révolte. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? Ce qui était formidable, c'était la mobilisation populaire. Et les élus locaux ont très très vite compris, le sénateur Giacobbi, le maire de Bastia aussi, enfin tous les élus étaient tout de suite derrière nous, pratiquement, pour essayer de trouver une solution. Et on leur a apporté, je leur ai apporté la solution juridique. Et au bout de plusieurs années, 76 jugements sur la compétence, le juge est compétent sur les déversements en haute mer, confirmé par la Cour de cassation en 78, et ensuite en 85, dommage écologique pour les marins pêcheurs, une grande révolution. Dommage à l'image de marque des départements corses. C'est quand même une révolution qui a, si vous trouvez là la naissance du droit de l'environnement. Le coup de génie de l'avocat a été d'attaquer au pénal et de demander au juge de faire les expertises nécessaires pour connaître la toxicité de ces rejets. Comment j'ai fait la preuve dans l'affaire de la montée d'Issonne? En prenant les cadavres de poissons et en prenant les cadavres de cétacés. On est passé à la microsonde électronique de Castin, à la faculté des sciences, et on a fait la preuve de la pollution. C'est ça qui compte, c'est la preuve en direct, mais pas l'appréciation de l'administration. Puis je vais vous dire quelque chose de très méchant. Moi, je n'ai jamais considéré, personnellement, que l'État était très passionné à la réparation du préjudice écologique. Je vais vous le dire de façon simple et précise, dans l'affaire de l'Erika, l'État a refusé de demander des dommages et intérêts à Total. Et lui, il avait compétence pour le faire. Ah ben non, on ne fait pas, parce que ça fait de la peine, vous voyez ce que je veux dire. La montée d'Issonne décide d'immerger les déchets hautement toxiques de son usine de Toscane au large du... Dans l'histoire corse, la violence et le droit ont eu raison de la pollution. Entre Gardanne et Cassis, c'est une autre histoire qui suit son cours. Une histoire où le préjudice écologique n'a pas sa place. Entre 1966, début des rejets en mer, et 1993, il ne s'est rien passé à Gardanne. Calme plat. Jusqu'à ce que la première expertise indépendante soit réalisée. C'est l'étude du Créocéan, un laboratoire qui dépend à l'époque de l'Ifremer. Péchinet impose une clause de confidentialité aux chercheurs, mais des informations filtrent. Je retourne voir Edith, la femme d'Yves Lancelot.
Yves était un océanographe de renommée internationale et dans les années 90, il a repris le flambeau de la lutte contre les rejets. Il a été contacté plusieurs fois par Péchinet pour donner son expertise, mais en fait, il a toujours refusé parce que il vaut mieux que les expertises ne soient pas financées par les industriels. Donc lui, il avait un regard extérieur. Au cours d'une conversation, Yves Lancelot m'avait expliqué ce que révélait cette étude. J'ai gardé cette archive précieusement. Alors le problème n'est pas simple à résoudre parce que, vous savez, c'est toujours pareil. Une pollution que l'on ne voit pas est une pollution difficile à estimer. Donc ce que vous ne voyez pas ne peut pas vous faire de mal, en gros. Et la toxicité ne peut se mesurer en fait que par de l'expérience. C'est-à-dire que si vous regardez sur place, dans le lit du canyon de la Cassidaigne en particulier, il n'y a pas de toxicité visible. On voit des faunes, d'ailleurs, tout le monde se réjouit de voir des poissons qui nagent, etc. On dit, bah, vous voyez bien que c'est totalement innocent ce rejet. Or, en fait, c'est pas ça qui fera une pollution dangereuse. La toxicité est sur certains organismes à long terme et donc doit être mesurée sur des espèces bien choisies et en expérimentation dans un laboratoire. Donc là, les expériences qui ont été faites ont porté en gros sur 3 espèces d'oursins et sur une espèce d'huître. Et dans ces espèces d'oursins, on a vu qu'effectivement, il y avait des anomalies, en particulier sur la spermiogénèse, et c'est des anomalies qui sont transmissibles d'une génération à l'autre puisqu'elles touchent la génétique. Et sur les huîtres, 94% n'atteignent pas le stade coquillé, ce qui est quand même extrêmement préoccupant. Ce qui veut dire aussi, c'est que tout ça, ça a été fait donc très rapidement, des tests sur quelques mois, 8 à 10 mois en général, mais sur le long terme, vous imaginez bien que si les oursins sont touchés, lui et les huîtres sont touchés, sur le long terme, ça peut être quelque chose de vraiment catastrophique pour les écosystèmes méditerranéens. Qu'y avait-il exactement dans cette étude du Créocéan? Pour la première fois, il est établi que la concentration en métaux lourds a un impact toxique sur la faune et la flore. Les prélèvements ont été effectués dans une zone très large correspondant à la zone réellement affectée par ces rejets. Contrairement aux hypothèses des ingénieurs de Péchinet dans les années 60, au lieu de s'entasser au fond du canyon à plus de 2000 mètres de profondeur, les boues s'étalent sur les fonds marins. Cette étude est un coup dur pour l'industriel, qui met tout en œuvre pour la passer sous silence. Péchinet riposte et organise son propre comité d'experts, dont les études concluent à l'innocuité des rejets. Depuis, ce comité, dont les membres ont été très peu renouvelés, a produit plus de 200 études, allant toutes dans le même sens. La machine à créer du doute s'est mise en marche. Il y a plusieurs stratégies qui peuvent se superposer si vous cherchez à retarder une réglementation, par exemple, ou une politique publique qui concerne le produit que vous écoulez sur le marché. Vous pouvez essayer de produire votre science maison, donc en finançant de la recherche, que ce soit de la recherche interne que vous tentez ensuite de faire publier, soit en finançant des laboratoires de recherche. Ensuite, vous pourrez vous prévaloir de cette science, si elle va à l'encontre des conclusions des pouvoirs publics ou des instances réglementaires, pour dire qu'il y a controverse, que le dossier n'est pas clos et qu'il est encore trop tôt pour arrêter des politiques publiques ou pour arrêter une réglementation. Tant qu'il y a controverse, il y a doute, et le doute bénéficie toujours à l'accusé. Donc ça permet de continuer en disant il n'y a pas de certitude sur les aspects négatifs. Donc continuez de nous laisser travailler et n'intervenez que si véritablement les aspects négatifs du problème sont mis en exergue. 1996,
c'est une date butoir pour Péchinet. Les rejets avaient été autorisés pour 30 ans, et normalement, ils doivent cesser. D'autant que la Convention de Barcelone, ratifiée par la France, interdit tout rejet industriel en mer Méditerranée. C'est Corinne Lepage, ministre de l'Environnement, qui gère le dossier. Un dossier qui lui tient à cœur, car c'est son mari, Christian Huguelot, qui a mené la bataille contre la montée d'Issonne. Comme en Corse, elle pense qu'il faut interdire ces rejets. Je savais très bien quelle était la toxicité de ces boues et par voie de conséquence, j'estimais que c'était mon devoir de ministre de l'Environnement d'y mettre un terme. Ça me rappelle un bras de fer avec Péchinet, puisque à l'époque c'était Péchinet, qui rejetait ces boues rouges. Moi je voulais que ça s'arrête. Ne voulait pas. C'est une époque où l'écologie n'avait pas vraiment le vent en poupe, vous savez. J'étais dans un gouvernement de centre droit, où à l'époque, ni le président Chirac ni Alain Juppé n'avaient encore fait leur conversion vers l'écologie. Le fait que l'usine, les exploitants nous ont dit qu'ils n'avaient pas à l'époque les moyens permettant de mettre un terme à ces boues sans fermer l'usine, et c'est la raison pour laquelle on leur a donné un délai qui, encore une fois, m'apparaissait infini pour faire les investissements nécessaires et trouver les moyens technologiques. J'estimais qu'en 20 ans, ils avaient largement le temps de faire. Et la preuve est apportée aujourd'hui qu'il existe au moins une solution technologique qu'ils n'ont pas mise en place parce qu'ils trouvaient qu'elle coûtait trop cher. Mais ça, c'est pas le problème. Ils auraient parfaitement pu la mettre en place. Une fois de plus, Péchinet obtient une dérogation pour 20 ans supplémentaires. Le chantage à l'emploi a fonctionné pleinement, relayé par les élus locaux et l'administration. Péchinet se cache bien de dire que 24 millions de tonnes de boues toxiques ont déjà été déversées, comme l'indique ce document interne de l'époque. Sur ce point, silence. Sur l'arrêté préfectoral autorisant les rejets, les métaux lourds sont détaillés et doivent diminuer d'ici 2015, date à laquelle les rejets doivent cesser. Avec intégrité, 2007. Le groupe canadien Rio Tinto Alcan devient propriétaire de l'usine. L'usine de Gardanne entre dans un groupe minier et industriel planétaire. Mais elle entre aussi dans l'ère du storytelling. Rio Tinto Alcan construit sa légende en mettant en scène la fierté d'appartenir à un groupe puissant, mais aussi un groupe qui se soucie de l'environnement. Le greenwashing est au cœur de cette communication. Ce qui nous permet également de relever les défis liés aux préoccupations environnementales. Si vous voulez que Apple fasse du storytelling, ça ne nous surprend pas. Mais qu'une entreprise qui est, pour une part, appartient à un processus de production qui, pour une part, appartient à un âge industriel complètement dépassé, il y a là un paradoxe et à la fois un effet d'illusion beaucoup plus grand. C'est-à-dire que le fossé entre la réalité et la fiction est encore plus abyssal dans le cas de cette entreprise de Gardanne. « 2012 est marqué par deux événements majeurs. La création du parc national des Calanques, précisément où s'effectuent les rejets. Et l'usine change encore de main. Cette fois, c'est Alteo qui devient propriétaire. La fin des rejets en mer approche. Pour s'y préparer, l'usine assèche une partie des boues grâce à des machines, les filtres presse, et stocke ses déchets dans les collines de Manche-Gary. Le principe en est simple. Les boues entrent dans cette sorte d'accordéon géant. Lorsque le soufflet se resserre, l'eau est exprimée. Les déchets de bauxite tombent alors sous forme de galettes friables, la bauxaline. Grâce à ce filtre presse, on va pouvoir traiter à peu près 120 000 tonnes an de bauxaline, donc de résidus que l'on va pouvoir soit stocker, soit commercialiser sous le nom de bauxaline. Reprenons. Cette machine sépare les déchets solides des déchets liquides sans les dépolluer. Mais elle a la vertu de changer le nom des boues en bauxaline. Au passage, on peut noter que c'est l'agence de l'eau qui finance ces installations à hauteur de 15 millions.
de l'argent public provenant à 85% du contribuable. 120 000 tonnes de résidus correspondent à peu près au tiers de la production de résidus de bauxite que l'on fait. On génère 350 000 tonnes de résidus pour 600 000 tonnes de production d'alumine, car nous produisons de l'alumine d'abord. En 2015, Alcan aura totalement supprimé ses rejets de boue rouge en baie de Cassis. La colline de Manchegary sera de nouveau recouverte par la végétation qui s'accommode très bien de la bauxaline. Voilà comment on fabrique du verre avec du rouge. Je retourne dans les collines de Manchegary et on ne peut pas dire que le vert a remplacé le rouge. Au contraire, l'accumulation de ces déchets provoque encore d'autres nuisances. Ces tonnes de boue séchée sont entreposées sans aucune protection et les jours de grand vent, elles s'envolent sur tout le territoire. Je rejoins Yves Noack sur un sentier qui longe les lieux de stockage en pleine nature. Sous l'œil vigilant du gardien, il m'explique en quoi le site pose problème. Là, vous voyez le barrage et les anciennes conduites. Vous voyez des nuages de poussière qui s'envolent là-bas, je ne sais pas si vous voyez, entre les arbres. Ils sont dus en fait aux engins de terrassement qui sont sur le site et qui préparent ou qui bougent l'état de résidus qui sont là et qui provoquent ces envols de poussière. Donc on voit ensuite la trace sur les arbres. Vous voyez qu'il y a certains arbres, ça se voit bien là-bas, qui ont une couleur rouge orangé. Et puis c'est celle qu'éventuellement les gens qui habitent autour peuvent respirer, quoi. Donc c'est ça que nous on essaye de mesurer pour voir derrière les effets sanitaires que ça pourrait éventuellement avoir. S'il y a une toxicité ou s'il n'y en a pas. Et ce qui n'est pas fait jusqu'à présent dans la réglementation actuelle qui est appliquée à l'usine. Pour le moment, seul le CNRS finance les études. C'est-à-dire que c'est financé uniquement avec de l'argent public. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans la situation un petit peu, que je trouve quand même étonnante. C'est que argent public, ça veut dire c'est le contribuable, faut pas. Donc on n'est pas dans le principe du pollueur-payeur, mais dans le principe du pollué-payeur. Ce qui est quand même pas tout à fait normal. Voilà les systèmes de prélèvement qu'on a mis en place ici. C'est l'équivalent d'un aspirateur en quelque sorte, c'est-à-dire que vous avez un système de pompe qui aspire les poussières qui viennent se déposer sur un filtre. Ce filtre reste en place pendant 24 heures et ça vous donne des choses de ce type. Vous voyez que la surface du filtre ici est grise, donc ce sont les poussières qui sont déposées dessus. Sur cet appareil-là, on prend que les poussières qui sont inférieures à 2,5 microns, c'est-à-dire des poussières vraiment inhalables et qui pénètrent assez profondément dans vos poumons. Alors, une machine comme celle qu'on a là, ça coûte environ 15 000 €. L'idéal, ce serait d'en installer plusieurs autour du site, mais nous n'en avons pas les moyens. Donc là, ce système-là, c'est ce qu'on appelle une jauge, qui permet en fait, via l'entonnoir, de récupérer les poussières qui tombent naturellement. C'est un peu équivalent à ce qui se fait sur la petite plaquette que vous voyez là derrière, qui est le système, je dirais, officiel actuellement de surveillance qui est autour de ce site. La même chose d'ailleurs est autour de l'usine. Un des avantages quand même de ce système, c'est que ça coûte très peu cher. Une petite plaque de métal, ça coûte trois fois rien. Actuellement, et réglementairement, il ne mesure que les quantités de poussière qui tombent dessus. Ça peut être des poussières de sol, qui ont été remises en suspension par le vent. Ça peut être des poussières qui viennent du site industriel, mais ça peut être surtout en cette saison des pollens. Ça peut être des pattes de mouche, des ailes de papillon. Ça peut être tout ce qu'on veut. Mais voilà, la réglementation n'oblige pas actuellement, en tout cas, la réglementation appliquée à Alteo ne les oblige pas actuellement à aller plus loin que ça. Ce qui est totalement insuffisant pour définir un risque dans un site comme celui-là. C'est dans le jardin de M. Caldi qu'Yves Noack a installé ses machines. M. Caldi et Mme Montato représentent les riverains affectés par la décharge. Ils sont peu nombreux à oser se mettre en travers du chemin de l'industriel. La toxicité des déchets, pour eux, ce n'est pas une question. C'est une certitude. On nous disait que ces poussières sont inertes. Elles sont pas identifiées comme dangereuses pour la santé. Or, on sait
depuis 2 ans maintenant, que ces poussières sont chargées de métaux lourds, qu'elles sont radioactives, et elles sont éminemment dangereuses pour la santé. La preuve, c'est que moi-même, j'ai eu des pathologies, un cancer du cœur, ce qui est très rare, et récemment un cancer du poumon. Et moi, j'ai des problèmes de thyroïde. Et quelqu'un qui est proche de moi a eu un cancer dans la fosse du cerveau. Dans le voisinage, en 2012, une journaliste a identifié 8 cancers sur 20 familles. Mais quoi qu'il en soit, quand on est allé pour la première fois à Timone avec mon mari, pour sa maladie, on lui a demandé s'il avait travaillé dans une industrie lourde, alors que c'est pas le cas. Donc il y a quand même bien quelque chose. Maintenant, quand vous demandez au docteur de vous faire un papier, personne ne veut faire quoi que ce soit. Alors, un docteur, il ne va pas vous faire une attestation qui est liée avec ça, bien sûr, sachant qu'il peut avoir d'énormes problèmes pour 23 €. Non. Voilà des périodes où il y avait beaucoup de poussière et juste après, il a plu. Vous le voyez, la terrasse, elle est rouge. Ici, on voit que le ciel, c'est la vue que vous voyez là-bas, on voit que le ciel est rouge. On dirait qu'il y a du feu. Ils autorisent sur un site classé au PLU, zone naturelle, pas zone industrielle, de stocker des boues toxiques, c'est inadmissible. Et en plus de construire les filtres presse. Et de construire, ils ont construit près de 2000 mètres de filtres presse avec des permis, mais ça paraît aberrant. Alors toutes ces dérogations, on en a marre, nous. « 2014. Voilà des mois que je tourne autour de l'usine, de son histoire et de ses silences. L'usine, c'est une forteresse au cœur de la ville. Cette année-là, elle fête ses 120 ans. Et exceptionnellement, elle ouvre ses portes. Je vais enfin voir à quoi elle ressemble. J'embarque pour une visite guidée. Un arrêté préfectoral qui nous autorisait un certain nombre de tonnes de rejets en mer. Cette quantité de rejets diminue de façon régulière pour arriver à 0 à la fin de l'année 2015. Donc pour traiter ces boues, on a installé dans l'usine un filtre presse qui permet d'enlever l'eau qui se trouve dans les boues pour avoir de la terre humide en fait, pour pouvoir ensuite la stocker à plat au niveau de soit de notre site de Manche-Gary, soit faire de la revalorisation, de vendre, de donner cette boxaline pour d'autres besoins. Et on est en train de construire le filtre presse numéro 3 qui va démarrer au mois de juillet pour traiter 100% de la production de l'usine et pour garantir que d'ici la fin de l'année, on ne renvoie plus de résidus en mer. Le guide nous rassure. L'usine se prépare à stopper les rejets en mer. Il parle de valorisation des boues rouges. Entendez commercialisation. Des boues rouges rebaptisées boxaline. Voilà, en 50 ans, on sera passé de boues rouges à résidus inertes, puis à boxaline. Marque déposée. Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir requalifier un déchet industriel en ressource? Qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir obtenir une autorisation de mise sur le marché pour quelque chose qui auparavant était considéré comme un déchet toxique devant faire l'objet d'un traitement spécial? Ça c'est de la politique, ça c'est du lobbying. Et ça tombe bien, puisqu'en France, l'Institut de l'économie circulaire fait du lobbying pour réduire la consommation de matières premières et faire entrer les déchets dans un nouveau cycle de production. Un cycle qui se veut vertueux.
Plus de 200 entreprises et lobbies sont membres de cet institut, dont le groupe Alteo, qui a été un des premiers à adhérer. Pas étonnant, François-Michel Lambert est à la tête de cet institut. C'est aussi le député de Gardanne. L'acteur industriel avait sa propre stratégie et nous nous sommes rapprochés. Est-ce que c'est eux qui sont venus vers moi vers eux, je ne me souviens plus. Mais ce qui est intéressant, comme avec d'autres acteurs industriels, c'est de voir ensemble ce qui peut se faire. Mais moi, je ne fais que les stimuler à aller plus loin. Ils ont une stratégie. Est-elle suffisante? Va-t-elle assez vite? Je pense que non. Mais ils ont une stratégie en la matière. Ils sont passés d'un modèle de production de masse à un modèle de production de niche, qui ont donc diminué quasiment par 2 leurs besoins de matières premières. Donc c'est de l'économie circulaire. Hein. On prend moins de matières premières et on intensifie l'usage de ce que l'on en retient. Hein. Les alumines de spécialité sont rares, uniques et extrêmement importantes pour notre modèle de vie. Et de l'autre côté, les résidus, les déchets, on doit complètement repenser leur approche. C'est plus à rejeter en mer, c'est plus à stocker à terre comme si de rien n'était. C'est de la matière qui peut être une opportunité. Mais c'est pas facile comme opportunité quand vous avez un pH élevé, quand vous avez un tout petit peu de radioactivité qui reste dans les normes, quand vous avez des dépassements sur des métaux lourds ou sur de l'arsenic, vous devez repenser tout votre modèle. Repenser son modèle, c'est faire d'un déchet une ressource. Entendez, gagner de l'argent avec. Dépollution des sols, matériaux de construction, tuiles, ciment. Alteo et le fonds d'investissement HIG qui le possède ont beaucoup d'idées pour commercialiser la bauxaline. La question du contrôle public des produits de l'industrie, la question des moyens scientifiques apportés, la question des méthodologies développées de façon indépendante, etc., c'est quelque chose qui est un vrai problème. Aujourd'hui, dans la plupart des secteurs économiques, dans la plupart des produits réglementés, ce sont les industriels eux-mêmes qui font ou qui font faire les études de toxicité ou d'innocuité sur leurs propres produits. Et ensuite, ils envoient ces études aux agences de régulation publique. Donc évidemment, il n'y a jamais aucune étude qui dit qu'il y a un problème majeur qui arrive aux oreilles des agences de régulation publique par ce biais. Donc on en est réduit aux moyens du bord, on en est réduit aux citoyens experts, typiquement les voisins qui vivent à côté de la décharge, qui constatent que leurs enfants tombent malades et qui quelque part sont obligés de se former sur le tas. On en est réduit aux héros, quelque part. Il y a des gens comme ça, il y en a peu, mais il y en a, des scientifiques publics qui ont un petit peu de moyens, qui ont un labo, et qui, malgré les pressions qui en général arrivent assez vite par leur hiérarchie, essayent d'apporter la preuve de la toxicité de tel ou tel produit. L'histoire se répète encore et encore et encore et encore, pour tous les domaines. Et c'est ce qui se passe dans cette affaire, où finalement des expertises indépendantes se font à l'initiative de citoyens, soutenus par les députés européens Michel Rivasi et José Bové. Car personne ne sait de quoi se compose la bauxaline. On s'est dit, il faut qu'on soit en capacité de répondre de manière très claire et formelle à la fois à l'omerta qui était organisée et en même temps à une espèce d'expertise officielle qui avait pour but en fait de camoufler la réalité et les dangers. Et donc c'est comme ça qu'on démarre sur cette question d'expertise et qu'en même temps on rentre dans l'architecture, on va dire, juridique des autorisations pour essayer de trouver le levier pour casser la continuation des rejets. Les citoyens parviennent à se procurer de la bauxaline et à l'analyser. Il ressort de cette étude que les taux en chrome, titane et vanadium sont largement au-dessus des normes. Idem pour la radioactivité. Le rapport de la CRIRAD met en avant une radioactivité 4 à 8 fois supérieure à la normale. Ces expertises relancent la controverse. La puissance publique bouge enfin et coup sur coup, l'Ifremer et l'ANSES publient des analyses sur la toxicité des rejets en mer. Celle de l'ANSES prouve que les taux en arsenic, plomb
et mercure dans les poissons sont 10 à 1000 fois supérieurs aux taux présentés dans le rapport d'Altéo. Un consensus semble se dégager contre les rejets en mer, mais aussi contre le stockage de la bauxaline sans aucune précaution. La vérité n'a pas été dite sur ce sujet. Il faut savoir qu'il y a des rejets de mercure et d'arsenic, ce qui n'a jamais été clairement dit. Et voilà maintenant un système qui n'est plus durable, ce laxisme en direction d'entreprises qui ont le droit de polluer et donc qui s'approprient des profits privés contre une pollution qu'elles ne payent pas et qui sans doute détruisent davantage d'emplois qu'elles n'en créent. Comme dans les années 60, un vent de contestation souffle sur Gardanne. Et les pêcheurs ne sont pas en reste. Tout près de la calanque où se déversent les déchets de l'usine, je retrouve Gérard Carodano, porte-parole des pêcheurs dans ce combat. Il pêche pour approvisionner les aquariums du monde entier. Voilà un petit souvenir des cadeaux de l'industriel. Voilà une raie qui a traversé une nappe de bourrouge qui a été pêchée à la palangre et que j'ai gardé un souvenir pour faire voir. On voit très bien là, tu vois. C'est la bauxite de Guinée. Alors pour tous ceux qui disent les bourrouges c'est terminé, les bourrouges, ça sera terminé quand ça ne nous arrivera plus d'accrocher sur nos lignes de palangre des poissons qui sont englués. Ces poissons, ils n'ont rien demandé que de traverser des nappes de boue. Alors ça, c'est dans les zones périphériques, ce qui prouve bien que la boue, elle est mouvante, elle bouge. Et à un endroit où tu prends de la boue un jour, tu peux ne pas en prendre le lendemain et vice-versa. Voilà. Tout dépend de l'orientation des courants, mais c'est pas agréable. Alors plus personne y va. Je suis allé pêcher spécialement en zone périphérique pour faire voir qu'on prenait des poissons qui étaient englués. Là, il devait y avoir 160 ou 165 mètres, quoi. Alors qu'on nous a dit pendant des années, ça sort à 350 mètres et puis ça va glisser à 1000 mètres, il n'y a aucun risque et compagnie. Sauf qu'il y a des jours à 122 mètres, on a le matériel qui monte rouge. Tu vois, j'ai touché le poisson pendant 5 minutes et je suis pourri. Et là-dedans, il y a tout ce qu'on veut. Il y a de l'arsenic, du titane, du mercure, de la radioactivité. Tout ce qu'il ne faut pas mettre dans la Méditerranée. Mais il faut voir que c'est X fois la catastrophe de l'Erika, ça. Hein, en volume. C'est quelque chose de colossal. Le seul truc, c'est que ça ne se voit pas. Si on avait la possibilité pendant 1 heure d'enlever la mer et de faire voir que la tache de boue, elle part de Dehors-Martigues d'un côté et qu'elle va Dehors-Toulon de l'autre, il est grand l'angle là. Hein. Mais là, combien de temps elle dure leur autorisation? Mais c'est impossible. La plaine abyssale, elle est stérilisée. Il faut quoi pour qu'on arrête? Et on gagne du temps parce que la politique dit que oulala, moi je veux surtout pas de chômeurs pendant mon mandat et tout. Mais quand le chantier naval il a fermé à La Ciotat, c'est pas 386 personnes qui sont parties au chômage, c'est 7000. Et on n'a pas fait tant de détails. Voilà. Alors entre la santé publique et la Méditerranée et le chantage à l'emploi, ça tient pas la route. Mon choix il est fait. Voilà. Moi, ce que je voudrais, c'est que les grandes colonies de corail blanc qu'il y a dans le canyon de Cassidaigne ou de corail rouge qu'il y avait en bordure du canyon, un jour, elles se redéveloppent. Parce que la mer, elle reprend toujours ses droits. Combien de temps il faudra, j'en sais rien. Mais au plus vite on arrête, au plus vite la mer reprendra ses droits. Décembre 2015. C'est le moment de vérité. Le délai de 20 ans arrive à expiration. Les rejets doivent cesser. Ségolène Royal est confiante. Elle a le droit et la science de son côté. En leur temps,
Delphine Batho et Corinne Lepage pensaient elles aussi gagner la bataille. On fait pression sur les élus locaux, sur les représentants de l'État au niveau local pour obtenir une nouvelle dérogation, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit. Et ce qui m'a frappé, moi, quand je suis entrée dans ce dossier en 2012, donc avant que la décision soit officialisée, c'est qu'il présentait les choses comme s'il était évident qu'une nouvelle dérogation allait être donnée. J'ai été aussi loin que je pouvais aller avec ce que je pouvais faire dans le gouvernement auquel j'appartenais. Il y a quand même une question de solidarité gouvernementale, et un ministre peut tirer un peu la corde, enfin pas plus loin que ce qu'acceptent le président de la République et le Premier ministre. Ségolène Royal a tiré sur la corde, mais ne l'a pas cassée. En 2016, comme en 1996 avec Corinne Lepage, c'est l'exécutif qui tranche en faveur de l'industriel. Le Premier ministre autorise une prolongation des rejets pour 6 ans, au motif que les rejets sont débarrassés de la partie solide et que cet effluent serait inoffensif pour l'environnement. L'arrêté a été pris par le préfet sur ordre du Premier ministre. Aujourd'hui, Valls est en train de faire des choses contre la logique même des institutions de la Ve République. Alors ça, au moment où ils nous racontent qu'ils veulent changer la Constitution, ils ne respectent même pas celle qui existe déjà. Comme on a pollué les calanques, on est en train de polluer aussi le sol de là où les déchets ont été posés. Il faut agir sur les deux tableaux. On peut le faire, on peut gagner ce combat, et on va gagner ce combat. Merci. Citoyens et associations ne désarment pas et demandent par voie de justice à avoir le compte-rendu de la réunion interministérielle, lors de laquelle la décision de poursuivre les rejets a été prise. Et voilà ce qui leur a été transmis. Une lettre expurgée. Plus rien ou presque sur les motivations. On peut lire que les rejets seraient moins polluants. Donc ils l'étaient, et fortement. Et qu'il faut les diminuer. Et c'est un peu le problème depuis 50 ans. En fait, la seule chose que révèle ce document, c'est qu'une fois de plus, la désinformation est à la manœuvre. Moi, je dirais que là, on est très clairement dans le pouvoir à la fois des lobbies, qui, eux, veulent pousser leur intérêt économique au maximum. C'est la seule usine au monde qui continue à rejeter de cette façon-là. Donc c'est quand même assez singulier. Et on a un pouvoir d'État qui est complice de ce lobby en permanence, en construisant, chaque fois qu'il y a un rapport de force qui se fait contre ces rejets, l'État se met en protection de l'industrie. Ça serait intéressant d'analyser a posteriori les raisons qui font que l'État aujourd'hui soutient et a toujours soutenu ces rejets. Le discours qui est tenu officiellement, c'est le discours de la promotion de l'emploi. Mais en vérité, la motivation est autre, c'est-à-dire que cette production, elle est indispensable pour des motifs de type stratégique. Donc on peut envisager ça sous l'angle militaire, sous l'angle de la défense de la nation. On peut aussi y penser en termes de circuit de production, c'est-à-dire que pour permettre d'autres types de production, on a impérativement besoin de ce qui va être fabriqué à Gardanne. L'histoire de l'usine d'alumine de Gardanne navigue toujours en eau trouble. Ironie du sort, cette année, pour la première fois, la notion de préjudice écologique a été inscrite dans la loi française. À trop se focaliser sur les déchets toxiques de Gardanne, j'en ai presque oublié ce qui se fabrique dans cette usine. Des alumines de spécialité. Une production très spécifique, nécessaire à l'industrie pharmaceutique, mais aussi indispensable dans la composition d'alliages, utilisés dans l'aviation, l'industrie nucléaire et l'armement. On est loin de l'alumine des années 60.
En fait, c'est par là que j'aurais dû commencer.